Bienvenue à toutes et à tous. Le XVIIIe siècle. Bon, on pense tout de suite aux Lumières, n'est-ce pas? Voltaire, Diderot, la raison triomphante. Oui, c'est l'image qu'on en a, hein, mais en parallèle, c'était aussi une époque incroyablement fertile pour, tout le contraire. Le mysticisme, les prophéties, les sociétés secrètes. Exactement. On avait Swedenborg, Saint-Martin, Cagliostro. Et justement, aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un groupe peut-être moins connu, mais tout aussi fascinant. Les Illuminés d'Avignon. Tout à fait. Une société fondée par un personnage, assez incroyable. Antoine-Joseph Pernetti, Dom Pernetti. Et pour en parler, on se base sur quoi principalement? Alors, notre source principale, c'est l'ouvrage de Giovanni Bricado. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est appuyé sur des documents manuscrits, des archives du groupe même. Donc, ça nous donne un éclairage assez authentique, disons. D'accord. L'objectif, c'est donc de retracer un peu leur histoire. Qui était ce Pernetti? Qu'est-ce qu'il croyait au juste? Ce mélange d'hermétisme, d'alchimie. Et de communication avec les esprits, oui. Et voir comment tout ça s'inscrit dans une époque de grands changements. Alors, pour commencer, Pernetti, qui est-il? Alors, lui, il naît en 1716, origine modeste, si je me souviens bien. C'est ça. Et il entre chez les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. C'était des érudits, hein. Lui-même est très curieux, touche un peu à tout, les maths, l'histoire naturelle, l'art. Mais quelque chose le fait basculer vers autre chose. Oui, son intérêt va se porter sur l'hermétisme, l'alchimie surtout. Il découvre ça apparemment à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, une bibliothèque assez fournie sans doute. Et il ne se contente pas de lire, il écrit son livre sur les fables égyptiennes et grecques. Ah oui, les fables égyptiennes et grecques dévoilées, publié en 1758. C'est une thèse assez radicale. Pour lui, toute la mythologie antique, c'est en fait une allégorie. Une allégorie de l'alchimie, du grand œuvre. Exactement. Pour un bénédictin de l'époque, c'était plutôt osé. Ça remettait en cause l'interprétation classique, religieuse. Ça a dû faire grincer des dents. Ah ben oui, il y a eu des polémiques, notamment son débat avec un certain abbé Villain à propos de Nicolas Flamel. Pernetti soutenait mordicus que Flamel était un vrai alchimiste. Et ce n'était pas juste un intellectuel enfermé dans ses livres. Pas du tout. C'est ça qui est étonnant. En 1763, il participe à l'expédition de Bougainville au Malouine. Comme naturaliste, aumônier, un moine, alchimiste, explorateur, quoi. Le personnage est décidément hors norme. Mais il finit par quitter l'ordre. Et il va où? À Avignon. Oui, il quitte les bénédictins et se rend à Avignon. C'est curieux, Avignon. C'était encore sous l'autorité du pape à l'époque, non? Hein. Et pourtant un foyer pour la maçonnerie. C'est un des paradoxes de l'époque. Avignon et le Comtat vénessin, c'était terre papale. Mais malgré les interdictions répétées du pape, les bulles In Eminenti Providas, la maçonnerie y était très active, très implantée. Et Pernetti s'y engouffre. Il était déjà maçon avant. Oui, il l'était. Et à Avignon, vers 1766, il va créer son propre système maçonnique, le rite hermétique, qu'on appelle aussi rite de Pernetti, 6 grades basés sur l'hermétisme. Il réinterprète les symboles maçonniques classiques. C'est ça. La légende d'Hiram, les outils, tout est lu à travers le prisme de l'alchimie, avec des grades aux noms évocateurs comme chevalier de la toison d'or. Mais il ne reste pas longtemps à Avignon, cette fois-là. Non. Il part au Berlin, apparemment invité par Frédéric II. Il y a peut-être eu une confusion avec son cousin Jacques Pernetti, qui était plus connu, mais toujours est-il qu'il obtient le poste de bibliothécaire du roi. À la cour de Frédéric II. Et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus mystique, Belly. Oui, on peut dire ça. À Berlin, il s'immerge complètement dans l'occultisme. Il lit Jacob Böhm, le grand mystique allemand. Il traduit Swedenborg, notamment son Ciel et Enfer. Et c'est là qu'il commence à former un petit groupe. Le premier noyau des Illuminés. Exactement, les Illuminés de Berlin d'abord. Ils étudient l'alchimie, bien sûr, mais surtout, ils se lancent dans des expériences de communication spirituelle. Comment ça? Ils pensent recevoir des messages d'une entité qu'ils appellent la Sainte Parole. Et ça passe par une sorte de cabale numérique, des calculs mystiques, et ils sont guidés par un ange nommé Assadai. Ah oui, d'accord. Et qui trouve-t-on dans ce groupe? Des personnages assez intéressants. Il y a le comte polonais Tadej Grabianka, une figure centrale, qui finira par croire qu'il est destiné à être le roi d'un nouveau peuple élu par Dieu. Un roi? Carrément. Oui, il y a aussi un certain Brumor,
qui est le frère du chimiste Guiton de Morveau, et un Baule de Sens qui leur fournit des textes hermétiques rares, comme le livre de Mardochée. Et ils font quoi concrètement? Des rituels? Bien, ils pratiquent des rituels de consécration, souvent sur des collines. Ils cherchent toujours la pierre philosophale. Et il y a cet épisode assez étrange où Grabianka doit faire mine de sacrifier sa propre fille, Annette, pour prouver sa foi à la Sainte Parole. Heureusement, c'était symbolique. On sent une certaine dérive quand même. Puis ils quittent Berlin. Oui, la Sainte Parole leur aurait ordonné de partir vers le sud pour fonder une nouvelle cité, une sorte de centre spirituel. Et ils retournent où? Près d'Avignon. Exactement. Ils s'installent à Bédaride, juste à côté d'Avignon, dans une propriété qu'ils appellent le Tabor, chez un sympathisant, le marquis de Vaucrose. C'est là que naissent vraiment les Illuminés d'Avignon. Le groupe se reforme donc là-bas. Oui, Grabianka arrive, d'autres membres de Berlin, comme les frères Boussy, Morinval, et ils recrutent aussi sur place des notables d'Avignon, comme la Richardière, Bouge, et même Esprit Calvet, Esprit Calvet, ok. Le futur fondateur du musée Calvet. lui-même. Ça montre que le groupe avait un certain attrait, même dans des milieux éclairés. Et leurs croyances, elles évoluent à Avignon? Elle se précise, c'est toujours ce mélange d'hermétisme alchimique, d'influence de Swedenborg, mais avec une dévotion mariale très très forte. Certains vont même jusqu'à voir en Marie une sorte de quatrième personne divine. Une quatrième personne divine? Ça devient carrément hétérodoxe là. Complètement. Et bien sûr, ils continuent les communications angéliques et les travaux alchimiques dans le laboratoire qu'ils ont installé au Tabor. Mais ça ne se passe pas si bien, finalement. Il y a des conflits. Oui, l'harmonie ne dure pas. Des tensions apparaissent, surtout entre les deux leaders, Pernetti et Grabianka. Grabianka prend de plus en plus d'ascendant, se considérant comme le chef spirituel, le futur roi. Et ça mène à une rupture. Oui, un schisme. Grabianka finit par fonder son propre groupe dissident, qu'il appelle le Nouvel Israël. Il désigne même un autre personnage, un Italien nommé Ottavio Capelli, comme l'homme roi annoncé par la Sainte Parole. Et des rumeurs assez, disons, sulfureuses commencent à circuler sur les mœurs du groupe de Grabianka. L'édifice commence à craquer. Et les autorités, l'Inquisition, elles réagissent comment? L'Inquisition romaine mène une enquête, oui, et elle condamne le groupe et ses doctrines en 1791. Mais arrive la Révolution française. Qui change tout. Exactement. Avignon et le Comtat sont rattachés à la France en 91. Du coup, la condamnation romaine reste lettre morte, elle n'est pas appliquée. Ironique, mais la Révolution elle-même va leur être fatale. D'une certaine manière, oui. La période de la terreur, la loi des suspects, tout ça entraîne la dispersion du groupe. Certains sont arrêtés, comme Corbéron. Pernetti lui-même est arrêté brièvement. Pourquoi? Par erreur, en fait. Sous le coup d'une loi visant les Anglais, on l'a confondu ou suspecté à cause de ses liens passés. Il est vite relâché, mais ça montre le climat de l'époque. Et comment finit Pernetti? Il meurt à Avignon, assez âgé, le 16 octobre 1796. On a retrouvé son acte de décès, qui corrige la date qu'on donnait souvent, 1801 à Valence. Non, c'est bien Avignon 1796. Et le reste du groupe? Ça se disperse complètement. Grabianka, lui, après bien des péripéties à travers l'Europe, meurt en prison en Russie en 1809. Corberon meurt à Paris. Quelques derniers disciples essayent de maintenir la flamme, mais la société s'éteint. Il reste quelque chose de tout ça. Un héritage? Directement, pas grand-chose de la société elle-même. Mais certains éléments de son rite maçonnique hermétique, comme le grade de chevalier du soleil, ont survécu et ont été intégrés, semble-t-il, dans certains hauts grades de la maçonnerie écossaise. C'est quand même une histoire incroyable. Ce parcours de Pernetti, bénédictin, alchimiste, franc-maçon, prophète, guidé par les anges, en plein siècle des Lumières et traversant la Révolution. Tout à fait. Ça nous interroge, hein. Comment comprendre cette soif de savoir caché, de connexion directe avec le divin, portée par ces illuminés, à une époque qu'on dit dominée par la raison? Oui, et face aux bouleversements politiques et sociaux? Qu'est-ce que ça révèle sur les aspirations profondes de l'être humain? Ces tensions entre raison et mystique, entre ordre établi et quête d'une vérité autre. C'est une question qui reste ouverte, je crois.